c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Pierre-Xavier de Marliave, je suis directeur des programmes intra-sur-mesure de Centrale Supélec EXED, Executive Education, et vous êtes très nombreux ce matin à être connectés et nous sommes ravis. Nous sommes plusieurs centaines ensemble pour une petite heure à discuter de cette question de la durabilité. Donc l'entité de formation continue de Centrale Supélec a décidé de faire de la durabilité, de l'ingénierie durable, une thématique à part entière, au même niveau que celle que nous adressons déjà sur des sujets qui touchent à l'ADN de l'école Centrale Supélec, sur les thématiques de transformation digitale, management de projet, excellence opérationnelle, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié aussi au leadership. La durabilité et l'ingénierie durable deviennent donc une thématique vraiment que nous allons pousser et nous allons accélérer et nous sommes prêts à vous accompagner sur ce sujet. Nous avons depuis quelques années déjà développé un parcours de formation masterclass qui a remporté beaucoup de succès. En tout cas, que ce soit dans les parcours de formation individuels certifiants sur la durabilité ou sur les parcours de formation intra-sur-mesure pour vos collaborateurs au sein de votre entreprise, Centrale Supélec EXED en partenariat avec Ecolearn est là pour vous accompagner dans votre réflexion sur ce sujet passionnant vecteur de création de valeur. Et je laisse maintenant la parole à Arnaud Herman, directeur du développement durable du groupe Accor, qui va introduire le débat ce matin, qui sera interactif. Toutes vos questions sont les bienvenues dans le chat qui est prévu à cet effet dans l'outil GoToWebinar. Arnaud, c'est Très à bien. toi. Merci beaucoup Pierre-Xavier. Bonjour à tous et absolument ravi de vous retrouver ou de nous réunir même par distance ce matin en compagnie de deux intervenants que je présenterai juste après, Patrick Dumière et Xavier. Un webinaire qui est sur un sujet on ne peut plus brûlant d'actualité, qui porte sur la place de la durabilité dans l'après, dans la relance des entreprises. Je pense qu'on ne peut pas nier le fait que ce débat occupe une place centrale aujourd'hui dans la société. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle page d'un bon journal web ou d'un journal pour se rendre compte à quel point les initiatives, les programmes existent et pullulent. On peut citer bien sûr le Green Deal européen, les différents plans de relance proposés par l'État français avec la plupart du temps des contreparties vertes plus ou moins significatives. Des initiatives telles que la tribune de l'EPE qui a réuni un bon nombre de grandes entreprises françaises, le Science Based Target Initiative qui a aussi lancé un appel à une relance décarbonée au niveau international, et même le MEDEF qui a proposé récemment un plan vert. Donc indéniablement, ce débat est posé. Quelle est la place de la durabilité dans nos modèles de société, dans nos modèles économiques ? Et c'est un débat qui gagne de facto avec cette crise le domaine de l'entreprise et les comités de direction, les comités d'administration. C'est pas un débat nouveau. La RSE existe depuis 10-20 ans. La loi Pacte plus récemment a posé la question avec clarté de la raison d'être des entreprises à mission. Mais indéniablement, la crise du coronavirus accélère cette prise de conscience. Et la crise économique à venir va probablement aussi amener à changer les comportements. Ce qui est certain, c'est que cette crise, à travers sa brutalité, son caractère instantané, a chahuté beaucoup de certitudes et a posé une lumière assez crue sur les limites de nos modèles économiques d'inspiration capitaliste néolibérale. Et qui renvoie au final deux questions fondamentales pour nos entreprises, la question de la résilience et la question du sens. Question que je peux illustrer à travers l'exemple de Accor, dont vous vous doutez bien qu'il est particulièrement intéressant à l'aune de cette crise, puisqu'on fait partie des secteurs les plus touchés, probablement avec l'aérien. Notre métier, c'est un métier qui est totalement adossé à la mobilité, c'est un métier de regroupement, donc les règles de distanciation, la crainte des regroupements n'aident vraisemblablement pas à la reprise de notre secteur. Et donc, on est totalement malmené sur nos fondamentaux. Donc, la résilience pour Accor, ça se pose d'abord à travers la question de ses chaînes d'approvisionnement, sa chaîne de valeur. On peut craindre la disparition d'un nombre non négligeable de nos fournisseurs.
Ça met en exergue des complexités probablement inutiles dans nos chaînes d'approvisionnement. C'est aussi l'émergence pour nous d'un risque systémique lié à cette pandémie, qui est totalement inédite depuis plusieurs dizaines d'années, voire siècles. Mais voilà, on a expérimenté l'arrêt brutal, instantané de tous les marchés en même temps. Et là où notre diversification géographique, notre diversification par gamme pouvait contrebalancer les crises par le passé, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et le changement climatique, indéniablement, va apporter les germes de nouveaux risques systémiques beaucoup plus fréquents et beaucoup plus importants. On peut craindre que cette pandémie ne soit finalement qu'une répétition générale des risques associés au changement climatique, avec toutes les conséquences sur nos modèles dont on a vu qu'ils n'étaient pas du tout capables de supporter de telles pressions. Et puis même, les fondamentaux de notre modèle économique sont complètement malmenés. On était assis sur une croissance quasi infinie, portée par la croissance du transport aérien, portée par la croissance des consommations occidentaux dans les différents marchés en croissance. Tout ça est remis en question, les attentes, les aspirations des consommateurs pourront être également interrogées. Et même notre modèle économique est un modèle asset light, on s'est dégagé de la détention de nos actifs immobiliers et malmené parce qu'on s'aperçoit que se pose la question de la répartition de la valeur, de la capacité à soutenir nos propriétaires d'hôtels dans cette période où ils ont face à eux des échéances financières, des loyers à payer, là où nous intervenons sur un modèle immatériel, où nous sommes beaucoup plus protégés. Donc, cette question de la résilience, indéniablement, elle se pose avec force dans une entreprise comme Accor. Et tout de suite vient derrière la question de l'utilité, la question du sens. Indéniablement, là aussi, cette crise sanitaire a posé beaucoup d'interrogations sur les choix que nos sociétés ont pu prendre ces dernières années, les priorités, la place de l'humain par rapport à l'économie, la place du collectif par rapport à l'individuel, le rôle des solidarités. Ce sont ces mêmes questions qui maintenant débordent dans la sphère de l'entreprise. Et encore une fois, pour Accor, elles prennent une saveur très particulière. Parce que d'un côté, on a une réponse très forte qui a posé avec beaucoup d'insistance et de lucidité le rôle qu'on peut apporter à la société. Enfin, on est un métier d'accueil, l'hospitalité est un mot très noble, et on a ce rôle d'accueillir, de prendre soin des autres, qu'on a prouvé pendant la crise. Mais en même temps, on a vu que cette solidarité ne pouvait pas se contenter d'être sporadique et spontanée seulement au moment de crise. En même temps, on est aussi très tributaire de la solidarité publique, des mécanismes d'amortissement sociaux qui sont apportés par les États pour nous maintenir à flot et maintenir notre chaîne de valeur à flot. Et ça renvoie à une responsabilité, ça renvoie à une contrepartie de cette solidarité et globalement à l'utilité que notre entreprise, notre modèle de création de valeur apporte. Donc c'est véritablement ça la question qui est posée, la question des modèles économiques, les modèles de création de valeur, les modèles de répartition de la valeur et quelle est la place dans cette répartition de valeur du retour à l'actionnaire et du juste niveau de profit. Quand on se projette dans cette volonté non seulement de créer de la profitabilité, qui est la finalité historique des entreprises, mais probablement avec une nouvelle finalité qui pointe son nez, qui est celle d'une contribution au bien commun. Voilà, c'est vraiment ce débat donc, qui se tient aujourd'hui dans la société et qu'on va essayer d'illustrer avec la participation de nos deux intervenants que je vais maintenant présenter. Donc Patrick Dumière, je ne sais pas si on a besoin de vous présenter, mais vous êtes indéniablement un acteur historique et un observateur tout à fait pertinent et pointu des questions de durabilité dans la société française en particulier. Vous avez eu une carrière focalisée sur la durabilité depuis des années, avec plein de métiers, de rôles différents. Et aujourd'hui, vous êtes donc tourné vers les métiers de la formation avec la création d'EcoLearn, qui souhaite porter des solutions de formation, d'acculturation auprès des entreprises pour accompagner la transformation vers plus de durabilité et proposer un modèle économique durable. Et puis Xavier Ménard, vous pourrez porter la voix des entreprises, vous êtes partenaire chez Kearney, avec une spécialité sur la stratégie et la transformation des grandes entreprises, en particulier sur le B2C, l'agroalimentaire, la beauté, la distribution. Et puis à noter que vous êtes aussi intervenant au World Economic Forum sur les questions de durabilité, d'économie circulaire, de digitalisation, donc des sujets dont on va évidemment reparler aujourd'hui. Alors avant de laisser la parole à Patrick Dumière, un tout petit mot sur le déroulement de cette session. Donc on voudra le plus interactif possible.
Vous allez pouvoir vous exprimer dès quelques secondes. On va commencer par un questionnaire qui va vous être adressé, une sorte de sondage, pour voir comment vous posez ces questions de durabilité. Et puis après, je laisserai Patrick commenter les réponses et puis ensuite évoquer un peu son analyse de la situation. Et puis, nous consacrerons un temps important aux questions-réponses en fin de session. Alors, je vous invite à découvrir à droite la chatbox de votre écran. Vous pouvez déposer par écrit les questions que je poserai à nos intervenants et qu'ils s'efforceront de répondre par la suite. Voilà, et bien pour commencer, je vous propose donc un petit sondage. Laissez-moi le temps d'y accéder. Avec une première question que vous devriez désormais voir à l'écran. Alors, je vois que vous avez la question qui vous est posée, parce que je ne la vois pas sur mon écran, mais je vois que le pourcentage de vote augmente fortement. Donc, je comprends que vous voyez la question que je ne vois pas malheureusement. Je laisserai, j'espère que Patrick voit la question et les réponses. Donc, je laisserai Patrick commenter les différents résultats. Je vois que les sondages sont importants, donc peut-être que je peux fermer cette première question et pour passer à une deuxième question sur le comment. Vous voyez cette intervention des entreprises. Voilà, donc vous devez voir à nouveau les questions à votre écran. Je vous laisse un peu de texte en prendre connaissance. Et voir, voilà, d'après vous, quelle doit être la place des différentes parties prenantes, entreprises, collectivités, et les rôles qu'ils doivent jouer. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour voter. Bon, a priori, deux réponses qui se dégagent. 54% sur le fait que cet engagement dans la durabilité via des incitations et 42% pour que les entreprises innovent par elles-mêmes. Très bien. Écoutez, je vous propose sans plus attendre de passer la parole à Patrick. Patrick, je vous laisse peut-être nous partager vos impressions sur ce sondage et puis nous présenter votre point de vue sur l'événement que nous vivons. Merci Arnaud de cette introduction et d'accompagner l'exposé des slides qui vont permettre aux participants que je salue de suivre plus aisément. À travers l'exposé d'Arnaud Herman, vous avez, je crois, un très très bel exemple de ce choc qu'on prend sur la tête les uns les autres, ce choc très fort qui nous arrive. On vit un moment collectif, aujourd'hui qui est particulièrement pour nous préoccupant. Il faut le comprendre. Premièrement, je crois qu'on ne parlera jamais assez ensemble, il faut en débattre, il faut le comprendre, c'est absolument essentiel d'en tirer les leçons, et puis il faut nous positionner, on ne pourra pas rester dans l'attentisme. Partant de ces deux éléments de la réflexion collective, on voit bien que dans ce débat entre l'avant et l'après, il y a des choses qu'il faut changer, on en convient tous. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on attend? Est-ce que l'occasion est bonne et finalement, forcé contraint, on accélère? Voilà un petit peu quand même une question qui, à nous, mes managers, dirigeants, cadres d'entreprise, qui se pose à chacun. Et pour comprendre cette tension, je pense que vous avez lu peut-être, on en parlait avec les intervenants, l'intervention du président de Total dans Le Monde daté d'aujourd'hui, que je vous conseille, où il dit la question de la pérennité des groupes pétroliers est posée. Jusqu'à maintenant, le secteur oil and gas ne disait pas ça. Vous avez dans la page à côté une des leaders de la mode qui
aujourd'hui les pratiques épuisent les créateurs et les consommateurs, il faut aller vers une autre façon de faire, etc. Et Xavier Ménard, tout à l'heure, vous donnera d'autres exemples de secteurs que vous avez, que vous représentez et que vous connaissez, qui sont sur ces questions très profondes. Donc, mon propos sera de vous dire, je vais essayer de l'argumenter, je vais essayer d'être rationnel, je vais essayer d'être synthétique. C'est oui, ne vivons pas la durabilité qui monte de manière très forte, et on verra ce qu'elle représente, comme une contrainte, un peu comme l'organisation professionnelle des entreprises il y a 3 semaines a dit attention, attention, il ne faut pas nous compliquer le retour, et maintenant on dit non, c'est vraiment un levier. C'est vraiment un levier de la transformation pour nous sortir de cette situation qui est cette tension entre une économie post-industrielle qui a énormément de difficultés à gérer sa métamorphose et une économie durable qui n'est pas née, qui correspond à une demande de société, mais qui n'a pas encore trouvé toutes ces innovations, qui n'a pas encore trouvé ces modes de création de valeur et qui n'a surtout pas trouvé sa régulation. Et c'est là où on est particulièrement en difficulté. Je vais y venir. C'est que la relation entre cette demande de la société et l'offre des acteurs, elle ne se fait pas par une régulation normale et simple et consensuelle. Et donc, la question se pose à nous, acteurs. Elle se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'on fait face à une régulation? Est-ce qu'on assume et finalement on fait le lien macro-micro? Est-ce que les entreprises se jettent dans le bain et participent à ça? Ou est-ce qu'elles attendent que les États prennent le bain comme ils sont en train de le faire? Voilà. Alors, pour remettre un peu les choses en perspective, il faut apporter une réponse à cette tension aujourd'hui, sur laquelle tout le monde convient qu'il y a des problématiques de finalité et il y a des problématiques tout à fait importantes de conditions de production de la valeur, mais aussi de répartition de la valeur. Donc, est-ce que la vision durable qui en fait se traduit par nous devons créer de la valeur pour 10 milliards de personnes sur la planète, c'est ça le facteur, le paramètre majeur, il est démographique, qui ont besoin d'accéder à un niveau de prospérité, mais est-ce qu'on le fait d'une certaine manière? Alors, le mot durable, il a un avantage, c'est la traduction de sustainability en anglais, et il dit, aujourd'hui, il renvoie à un référentiel que le monde entier a adopté, l'Europe, la France, tous les pays ont adopté, qui dit, à travers 17 objectifs qui commencent à être bien connus de tout le monde, eh bien, comment, de la réduction de la pauvreté et de la faim jusqu'à la coopération entre les acteurs, comment on peut avoir un type de croissance dans lequel on est plus heureux, dans lequel on est plus en paix, dans lequel on est plus stabilisé. Et donc, cette durabilité-là, elle n'est pas le même contenu dans le management, dans la logique de gouvernance que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, évidemment. Donc, est-ce que pour autant, ce modèle durable qui a procédé, et c'est peut-être son défaut actuel, largement d'une critique et d'une idéologie, parce que au début était le verbe, comme on dit, et qu'il n'est pas encore très bien traduit en mode opérationnel, est-ce que finalement il est capable de réduire nos risques systémiques, nos grands risques, d'augmenter nos gains pour satisfaire la prospérité de cette population aujourd'hui qui a droit à y accéder dans nos pays, absolument, pas simplement au sud, et puis de faire qu'on trouve un rythme de croissance, entre guillemets, qui nous permet d'avoir une perspective et de ne pas être à gérer une tension. Donc, c'est là où un monde nouveau nous arrive sur la figure, parce que on est à travers ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est très, très connu, je vous mets les slides sous les yeux, la fameuse grande accélération, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres aujourd'hui du développement qui connaissent des courbes exponentielles et en même temps les limites du système qui atteint également des croissances exponentielles. Et là, on est face à des interrogations en termes de capacité d'action, de ressources, de gestion du système. Et donc, ces mégatrends sur lesquels je vais revenir un petit peu, ces mégatrends, ils sont là et ils sont connus. Ils sont connus, c'est-à-dire que ce qui vient perturber cette relation entre une demande de la société et une réponse de la part de l'économie,
il est activé par des tendances très fondamentales. J'affiche celles du World Economic Forum parce qu'elles sont une très belle référence en termes d'analyse, elles font consensus, et on voit bien que les données environnementales sont dans une accélération. Aujourd'hui, la question de l'eau est notamment très cruciale, mais les questions éthiques et les questions géopolitiques, les questions sanitaires, évidemment, qu'on avait moins vu venir, on pensait qu'on était plus à l'abri, et on l'est beaucoup moins qu'on le croit. Et donc, ces tendances-là, finalement, on les avait dans les analyses de risque, on les prenait un petit peu en compte, mais on laissait les puissances publiques et les organisations internationales finalement les gérer. Et les entreprises, bon, géraient leurs risques. La grande transformation aujourd'hui, le grand changement, c'est qu'il y a une incapacité du système à les prendre en compte collectivement. D'abord parce que post-guerre froide et triomphe du modèle du Nord, il y a une dérégulation en cours. L'OMC s'est effondré et beaucoup d'organisations internationales aujourd'hui sont dans l'incapacité, on l'a vu avec l'OMS, dans l'incapacité à prendre le relais. Donc, nous avons un décrochage aujourd'hui, le manège sur lequel nous faisons de la croissance, il est aujourd'hui en quête de force qui vont le ramener dans cet équilibre centrifuge-centripète, il est en phase de décrochage probablement. Les GAFAM vivent leur vie et veulent monter jusqu'au ciel. Bon, sans payer de fiscalité et autres. Vous avez les secteurs de ressources principales qui ne règlent pas tellement les problèmes en amont de sourcing. Vous avez énormément de secteurs qui sont plutôt dans la rente que dans la transformation. Et tout ça n'est plus du tout dans des schémas collectifs régulés. Il n'y a plus qu'un régulateur, heureusement que nous l'avons, c'est le régulateur monétaire et c'est l'arrivée sur la scène des banques centrales qui tiennent tout. Les banques centrales tiennent tout. Mais si nous ne les avions pas, nous serions dans une situation extraordinairement dramatique. Donc, on voit bien que le mot systémique, dont on fait un abus, certes, mais il n'est pas un mauvais mot. Il veut bien dire que chaque entreprise pèse sur le système, comme le système pèse sur chaque entreprise. Et ça, c'est totalement nouveau parce que l'économie de marché, c'était pas ça. L'économie de marché, c'est l'optimisation de ces facteurs et je fais mon job dans un cadre qui m'est donné. Mais comme on le dit dans le durable, il n'y a pas d'entreprise qui peut gagner dans un monde qui perd. Jamais cette phrase n'a été aussi forte et la crise, la Covid l'a installée. Notamment, on l'a sur le plan sanitaire, on l'a sur le plan environnemental, on pourra l'évoquer, mais on l'a sur le plan des inégalités, le plan social, où qu'on sous-estime trop. Vous avez en tête cette fameuse courbe de Milanovic, qui est économiste de la Banque mondiale, et qui a résumé très très bien depuis 20 ans comment s'est faite la répartition de la valeur. Elle s'est faite au profit des classes moyennes, vous le voyez, le début de la courbe, des pays du Sud, la Chine essentiellement, vraiment pour beaucoup. Elle s'est faite au détriment des classes moyennes, notamment vraiment moyennes des pays du Nord, d'où nos difficultés, et elle s'est concentrée dans la hausse du revenu sur un très petit pourcentage, et cette concentration-là, elle met à mal le modèle qui était le fameux modèle du sens de l'histoire, économie de marché, plus démocratie, égale paix, et tout ça va rouler. Eh bien non, ça roule plus, et donc on est aujourd'hui confronté dans les instances de gouvernance des entreprises à ce constat. C'est est-ce que c'est mon affaire? Est-ce que c'est pas mon affaire? Est-ce que le monde est mon sujet? Est-ce qu'il n'est pas mon sujet? Alors, ça ne veut pas dire que chaque entreprise doit se transformer en ONG ou doit se transformer en Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour autant, les solidarités, comme on le dit en ce moment, les solidarités systémiques sont au cœur des choix d'entreprise. Voilà. Donc, si on poursuit le déroulé, merci. Si on poursuit l'exposé, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a deux questions qui se posent à nous de façon assez majeure. Est-ce que vraiment le développement durable, la durabilité, peut être le modèle de croissance? Est-ce qu'il peut être le modèle dans lequel on va rentrer, qui va affronter les limites planétaires, mais sociales autant qu'environnementales et de gouvernance? Et d'autre part, si c'est oui, comment les entreprises vont rentrer dans ce système pour stabiliser un jeu qui est parti aujourd'hui
sur de la déstabilisation, puisque nous n'avons pas les facteurs aujourd'hui de régulation qui sont en place. Et donc, l'entreprise doit se demander aujourd'hui, hein, est-ce que ce qui se passe, je rentre dedans, je m'engage, je le traite. Total, dans l'exposé du président dans Le Monde, dit voilà, est-ce que je participe de la mutation de l'énergie ou est-ce que j'optimise ma valeur? Et il se trouve que la société civile aujourd'hui s'est organisée. Elle est le facteur qui est le plus puissant dans la régulation. Donc, c'est une question très importante parce que les entreprises l'ont mal vécu jusqu'à maintenant et n'ont pas compris cette question de la société civile. Elles l'ont vécu comme un poil à gratter, voire comme un obstacle. Et le vrai changement que la durabilité impose, c'est de dire, non, la société, c'est votre allié. Vous travaillez pour la société. C'est votre finalité. C'est le purpose. C'est satisfaire la société, c'est votre finalité aussi. C'est pas simplement satisfaire vos parties prenantes immédiates. Ce que vous imaginez comme des acteurs perturbateurs, ils sont des alliés en réalité. Et là, on peut prendre des exemples, mais je laisserai Xavier Ménard tout à l'heure le faire mieux que moi, mais quand la mutation du système alimentaire là, est arrivée très vite depuis 4-5 ans, un groupe comme Carrefour a choisi, à travers Act for Good, de dire moi, j'y vais. Je réponds à cette demande puisque c'est cette demande d'une nouvelle alimentation qui est mon principal enjeu aujourd'hui, à côté d'autres enjeux évidemment importants. Et donc, vous voyez bien que pour les entreprises, s'il n'y a pas une interprétation positive de la transformation du modèle qui exigent, que soutiennent, parce que sinon elles le font autrement et elles vont déstabiliser le système, les acteurs de la société civile, eh bien, on n'ira pas dans le sens de la résilience dont parlait Arnaud Herman au début, pour gérer ce couple rendement-résilience qui est le couple fondamental, le sacré du système. Je privilégie le rendement contre la résilience ou je privilégie la résilience contre le rendement? Est-ce que le réglage des deux n'est pas aujourd'hui la nouvelle intelligence de gouvernance? Quand le président de Danone dit « moi je maintiens mes dividendes parce que j'ai 300 000 actionnaires et je dois les embarquer dans mon nouveau modèle, mais je prends dans l'entreprise 2 milliards pour la transformer, que les actionnaires n'auront pas », eh bien, c'est une proposition, c'est une offre de nouvel équilibre, résilience. L'entreprise existera, elle fera de la valeur positive dans les années qui viennent, moindre rendement pour autant, parce que il faut, c'est la leçon de la crise, payer les biens communs. Il faut arriver à faire en sorte de restabiliser un système qui nous échappe. Donc ça, c'est la première question qui se pose à nous. Et la deuxième question, c'est dans la réponse managériale, dans la réponse de gouvernance, dans la réponse économique, au niveau de l'entreprise, qui n'est encore une fois pas une ONG, ni qui n'est pas le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui pour autant fait la société, du fait de sa puissance atteinte. Danone a une pression, une empreinte sur l'alimentation humaine qui est extrêmement importante. L'entreprise se dit comment je fais, comment j'y vais, et donc comment je transforme ce qu'on m'a appris dans les bonnes écoles où l'optimisation des facteurs était finalement l'alpha et l'oméga du bon gestionnaire, et où tout le monde s'aligne en fin d'année sur t'as fait le meilleur PER, t'as fait le meilleur rendement. Eh bien non, aujourd'hui la règle qui est plutôt en train d'émerger, elle a été formalisée après la crise de Brent Spar, du boycott de Shell, par Shell, qui a dit, vous avez là, dans tous les enseignements, on a cette anecdote qui est assez formidable. Est-ce que finalement notre modèle idéal, c'est pas celui qui équilibre dans les conditions et dans la répartition de la valeur, les 4 parties prenantes fondamentales, le capital, les clients, les collaborateurs, les citoyens. Et est-ce que cet équilibre-là est pas idéal? Il y a 20 ans, on le posait en ces termes. Rien ne s'est passé parce que tout le monde a été rattrapé par une course au rendement et une course à la financiarisation qui fait qu'on, par une pression ou des choix, on n'a pas été dans cette direction réellement. Elle est aujourd'hui probablement inévitable pour certains et souhaitable évidemment pour tout le monde. C'est donc à travers la prise en charge
mais qui est évidemment très exigeante par les entreprises de cette nouvelle répartition des choses, que là, on va pouvoir faire de la durabilité, je dirais, à l'intérieur du système. Et quand le prof d'Harvard, qui a rejoint le conseil du président de la République, monsieur Danny Roddick, bien connu, Danny Roddick, dit attention, la globalisation, elle n'apportera pas automatiquement la démocratie. Or, si on n'a pas de la démocratie, que va-t-on avoir? Alors là, l'économie de marché, si elle est déconnectée totalement des systèmes démocratiques, elle va nous poser des grands problèmes. Et donc, il faut que les entreprises rentrent dans ce jeu. Il faut absolument qu'elles redeviennent des facteurs de stabilisation et pas des facteurs de déstabilisation. Donc, à travers la prise en charge de la durabilité dans le management, on peut peut-être, en s'alliant avec la société civile, reformaliser un système qui va être une réponse à nos grands risques, qui va être une réponse à nos gros questionnements d'une population qui aujourd'hui est une population qui dans le reste du monde, pas simplement dans le Nord, n'a pas accès encore aux besoins de base. Alors, je termine par ce point-là, c'est-à-dire que l'Europe tente d'y apporter une réponse. Et on ne peut pas dissocier le questionnement du moment de notre questionnement européen. Nous jouons le jeu aujourd'hui en Europe de la réponse aux défis climatiques. Clairement, le Green Deal est une bonne réponse politique qui veut entraîner les acteurs. État, entreprise, société. Les entreprises sont conduites à y aller et la finance responsable et la finance verte, ne l'oublions pas, sont un levier déjà qui ouvre le jeu. L'Europe, vous le savez, a défini ce que c'est que des activités durables et non durables, à travers ce qu'on appelle la fameuse taxonomie. C'est une révolution intellectuelle et économique très importante. Très importante. Et donc, il faut être du côté des activités durables. C'est celle que la finance va permettre de faire émerger et de réinvestir dedans. Et grâce à une relation nouvelle que les entreprises doivent créer avec la société, là, on a l'espoir de sortir d'une situation qui sinon est chaotique, avec des risques qui sont des risques systémiques pour notre pouvoir d'achat, certes, mais bien plus que ça pour nos valeurs et pour nos sociétés. Et donc, le modèle pratiqué dans l'entreprise en termes durables, il est une solution fondamentale, je pense, à l'équilibre général et en même temps à la réponse à nos besoins de base. Voilà un peu la réflexion. Je vous incite, donc nous l'avons, ce modèle discuté et nous discutons avec beaucoup d'acteurs. Il est disponible sur nos sites. Dans les masterclass de Centrale Supélec Exed, nous y travaillons avec tous les représentants d'entreprises qui participent à ces sujets-là. Et donc, je pense que la réponse à levier ou au contraire contrainte, elle est aujourd'hui relativement claire, même si rien n'est joué. Il faut que nous allions vers le levier de la durabilité assumé. Je vais laisser Xavier Ménard peut-être l'illustrer mieux que je ne l'ai fait, ou je l'ai brassé du point de vue un peu large, appliqué à des secteurs, à l'activité de l'automobile, à d'autres activités qui aujourd'hui sont au cœur de cette mutation, pour vous le traduire plus concrètement et nous aurons l'occasion, je l'espère, de dialoguer et de reprendre ces raisonnements dont vous sentez, je pense, les uns les autres, qu'ils nous mettent en cause, certes, mais qu'ils sont quand même des voies positives, des voies stimulantes, des voies passionnantes même, pour arriver à mettre le développement au service d'un développement humain. Merci de votre écoute. Merci Patrick. Eh bien, écoutez, on va tout de suite passer la parole à Xavier pour du coup une illustration de ce que vous percevez, de ce que vous entendez dans les comités exécutifs sur l'appréciation, la prise en compte de ces enjeux de durabilité. Oui, merci Arnaud, merci Patrick. Et merci en particulier donc Patrick pour cet exposé très complet et à un niveau plutôt macro. Je vais essayer de prendre plutôt un niveau micro et l'illustrer par effectivement les questionnements auxquels font face les entreprises. Donc, est-ce qu'il est possible de concilier, de réconcilier croissance et ressources limitées, et puis quelle est l'influence de la crise du Covid, de la pandémie naturellement, et puis surtout de la crise économique et potentiellement sociale qui suit immédiatement. Alors,
Bon, travaillant avec des directions générales, je vais donc me focaliser plutôt sur les entreprises et plutôt illustrer mon propos avec des exemples qui touchent en particulier, je crois, à l'environnement. Mais naturellement, l'actualité nous rappelle, la dimension sociale est absolument clé. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, dans lequel le contexte est aussi le déclencheur de la crise économique, de la crise sociale liée au Covid, même si l'étincelle est une bavure difficilement qualifiable, mais le contexte est là et cette dimension sociale, cette dimension d'inclusion dans le bien commun dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas l'oublier. Pour nous, les Gilets jaunes, c'était il n'y a pas si longtemps non plus, et on se souvient, le déclencheur était la taxe carbone, même s'il y avait beaucoup d'autres éléments qui ont joué là-dessus. Alors, la crise du Covid est un formidable accélérateur de tendance, de la digitalisation, d'un besoin de sens, en tout cas on le croit, on le voit, et pour l'entreprise, ça impose de repenser les modèles avec naturellement un focus résilience, un focus sur la vulnérabilité des opérations, mais aussi la vulnérabilité de la société, de la planète. Donc c'est avant tout pour répondre, pour donner en tout cas mon point de vue personnel, ma conviction personnelle de réponse à cette question, c'est une opportunité de réinvention qu'on n'a pas le droit de laisser passer, que les entreprises ne peuvent pas, ne doivent pas, et dans lequel il faut avoir une approche volontariste pour vraiment voilà, pouvoir se transformer à cette occasion et se transformer dans un sens qui est un sens durable. Alors, prendre le train de la durabilité pour les entreprises, c'est quelque chose de complexe. La crise ne facilite pas les choses. Ça pose plein de dilemmes. Patrick en a mentionné quelques-uns, ou on a effleuré quelques-uns tout à l'heure. Naturellement, le grand distributeur français qui vise à la transition alimentaire pour tous, Carrefour, pour pas le nommer, mais ses petits camarades suivent un peu la même voie, s'aperçoit aussi que c'est quelque part plus cher. Un des engagements de la transition alimentaire pour tous, c'est de faire 100% de bio français. On a vu, en particulier à l'occasion du Covid, alors il y avait un certain nombre d'autres facteurs, mais que sur des choses comme fruits et légumes, faire français, quelque part, ça a un impact. Et ça a un impact en termes de coûts. Et dans un contexte de pouvoir d'achat restreint avec la crise économique, c'est un vrai dilemme. À quelle vitesse va-t-on dans ce domaine-là? Le questionnement de Patrick Pouyanné, Total, qui est en fait un questionnement sur comment j'optimise mes investissements, mon cash, mon retour sur investissement, et tout en faisant cette transition énergétique, est tout à fait illustratif d'un dilemme stratégique également. Alors, ce qu'on s'aperçoit dans les entreprises, c'est qu'il y a aussi un autre niveau de dilemme qui est beaucoup plus granulaire, ou un autre niveau de challenge qui est beaucoup plus granulaire, c'est celui de l'exécution. Dans ce mouvement, qui est quand même un mouvement de fond vers l'intention de durabilité, les patrons, les CEO prennent des engagements. C'était quelque part très amusant, entre guillemets, à Davos cette année, de voir qu'il y avait presque une volonté d'être celui qui allait prendre l'engagement le plus fort. Dans mon secteur en particulier, dans les biens de grande consommation, pratiquement tous les patrons ont pris des engagements de neutralité carbone à 2040, 2050 pour l'ensemble de leurs opérations. Et quand on parle au niveau en dessous, quand on parle au patron des opérations, quand on parle au patron des achats, en fait, plus des 3/4 nous disent on ne sait pas comment faire. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans le sondage, il va falloir de l'innovation, il va falloir inventer. Mais comment fait-on pour concilier, alors même qu'on ne sait pas très bien comment faire, des décisions d'investissement qu'on prend aujourd'hui
avec le fait que on veut se mettre sur une trajectoire typiquement de neutralité carbone, qui est un véritable challenge. Et puis on a vu, il y a aussi des questionnements et des dilemmes au niveau de l'État dans le cadre du fléchage des aides, par exemple, et des aides et des investissements de relance de l'économie. On l'a beaucoup vu sur la filière automobile, où il y a une vraie volonté, je crois, de développer une économie automobile qui se tourne vers l'électrique, et donc de subventionner tout ça. Mais en France, l'industrie automobile, c'est 400 000 emplois directs, 900 000 emplois indirects, et très peu de ces emplois sont aujourd'hui liés aux véhicules électriques. Et on sait très bien que c'est pas la même nature d'emploi. Il y a typiquement moins d'industriels dans l'électrique, enfin, ou en tout cas, ils se déplacent plus vers la batterie. Il y a moins de mécanique. Il n'y a pas forcément les mêmes réseaux de distribution. Il n'y a pas forcément les mêmes exigences de maintenance. Enfin, voilà, tout ça fait que ça génère des vraies tensions sur les aides et les financements. Est-ce qu'ils doivent plutôt se porter vers préserver les emplois à court terme, ce qui est vraiment une nécessité, ou vers la transformation, à quelle vitesse, où est-ce qu'on met le curseur? Alors, ce que je voudrais partager avec vous aussi, c'est quelque part sur la façon de faire deux enseignements. Rapidement. Le premier, c'est que pour s'engager dans la durabilité, les entreprises doivent adopter une approche structurée. Elles doivent s'organiser pour ça. Le premier étage de la fusée, c'est quelque part de définir une vision mobilisatrice, et ça, enfin, la loi Pacte, les discussions sur entreprises à mission, toutes les entreprises travaillent sur cette mission. Je crois que le groupe Accor était un des premiers, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, pour devenir véritablement entreprise à mission au sens de la nouvelle loi, il y a eu le groupe Rocher, il y a Danone qui s'engage maintenant dedans. Voilà, on y est. Mais en fait, ce qui m'intéresse presque plus, c'est comment on fait pour opérationnaliser ensuite cette mission véritablement dans les prises de décision au jour le jour des entreprises. Alors, il y a eu un modèle très intéressant, j'ai trouvé, qui avait été mis en place par Unilever. C'est avec un des grands dada de Paul Polman, c'est-à-dire il faut découpler croissance et empreinte environnementale. Et une des façons dont Unilever s'était organisé, c'était en allant un coût au carbone pour tous ces investissements, tous ces projets d'investissement dans les opérations, construction d'un nouvel entrepôt, construction d'une nouvelle usine. Vous avez mis un coût de carbone du projet. Je crois que c'était pas un coût très très élevé, c'était 15 € la tonne. Mais sur la durée d'amortissement de l'investissement, et ceci pour alimenter un fonds qui servait à financer les projets de transition énergétique. Donc on voit, c'est une forme de compensation interne, mais c'est une mécanique qui vise à améliorer dans le fond les investissements qui sont faits. Ça ne veut pas dire que tous les investissements seront neutres en carbone, ça veut juste dire que on va pénaliser ceux qui sont les moins vertueux, et on va par ailleurs s'organiser pour compenser tout ça. L'autre exemple est encore plus intéressant. Pardon, oui, je vois que le temps file, je suis désolé. Donc, est-ce que vous voulez un mot de conclusion avant qu'on bascule dans les séances de questions? Je vais mentionner juste un autre exemple et puis un mot de conclusion. L'autre exemple, c'est Danone, on en parlait tout à l'heure. Danone s'est engagé à publier ses résultats avec un coût du carbone. Avec un coût du carbone à 35 € la tonne, ce qui fait à peu près 1 milliard de coûts pesant sur les résultats. Donc, c'est une enveloppe significative. Alors, naturellement, l'objectif, c'est que ça s'améliore d'année en année. Et là aussi, c'est un système vertueux qui vise à améliorer tout ça. Le dernier enseignement que je vais mentionner, c'est sur la nécessité d'embarquer toutes les parties prenantes. Alors, toutes les parties prenantes, c'est le consommateur,
qui a plein de bonnes intentions, mais a quand même du mal à traduire ses intentions dans des actes d'achat aujourd'hui ou dans des actes de comportement aujourd'hui. Donc, je pense que là, il y a un vrai travail. Et puis, naturellement, toutes les parties prenantes au sein de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'une entreprise doit embarquer ses fournisseurs, ses clients pour véritablement vouloir se transformer. C'est en particulier le cas dans tous les systèmes économie circulaire qui impliquent du recyclage, de la réutilisation et qui déplacent beaucoup de valeur dans la chaîne d'un acteur à l'autre. Et donc, pour ça, il faut vraiment travailler ensemble. Alors, juste un mot de conclusion. La durabilité, enfin, il faut être conscient que la durabilité est un vrai challenge pour les entreprises. Je pense que c'est pas une surprise pour l'audience. Mais en même temps, il n'y a pas d'alternative. Et donc, il faut en faire un vrai levier. Et peut-être, pour terminer sur une petite note un peu optimiste, je crois que grâce à la crise, les entreprises se sont quelque part surprises par leur capacité d'adaptation, sont surprises par leur agilité. Et il leur reste à mettre cette agilité au service de leur stratégie de durabilité. Très bien. Écoutez, merci Xavier. On le voit, Patrick, vous avez dessiné un peu les tendances et les grands enjeux qui se posent aux entreprises et à la société en général. Xavier, voilà, cette tentative, cette compréhension de la nécessité de changer avec toutes les difficultés que ça représente, mais globalement, on a le sentiment qu'on est quand même à un point d'inflexion majeur de ces questions-là dans la société. Beaucoup de questions déjà, on va tout de suite les prendre, on va essayer d'y consacrer un maximum de temps et de les aborder, mais je vais commencer par celle-ci qui me paraît intéressante, un peu provocante, mais à juste titre. Alors c'est un long commentaire, je vais essayer de vous le traduire, mais en gros c'est quelqu'un qui me dit, mais vous semblez tous surpris par cette crise du Covid alors que tout le monde et de nombreuses études l'annoncent depuis plus de 30 ans. Qu'attendons-nous? On savait, on connaît les impératifs de trajectoire carbone, et d'ailleurs on est entre parenthèses en train de ne plus parler de trajectoire à 1,5 degré mais à 2 degrés. On connaît les solutions, on a des feuilles de route qui ont été dessinées par tout un tas de propositions. Le Shift Project très récemment est en train de dessiner une trajectoire carbone pour les entreprises des différents secteurs. Les ODD existent depuis plusieurs années et dessinent une feuille de route. Donc, cette question que Xavier, vous avez esquissée, mais qu'attendons-nous et pourquoi ne pas agir, ne pas avoir agi maintenant et pourquoi ne pas agir davantage aujourd'hui? Alors, on répond à chacun peut-être rapidement à cette question, parce que la question peut sembler pose le sujet d'un point de vue très rationnel, mais la vie politique, sociale, humaine, collective n'est pas rationnelle. Ces questions sont des questions qui sont anthropologiques. Il faut le dire, on est dans un moment anthropologique très particulier, c'est-à-dire que si les États-Unis choisissent aujourd'hui une voie de dérégulation en disant, défaisant l'accord de Paris, en disant moi je sauve mon mode de vie et je veux pas réduire le mien, c'est un choix d'acteurs. Les Chinois disent vous attendrez 2030, 40, 50, que nous ayons atteint un certain niveau pour que nous nous adaptions, etc., etc. L'Afrique, qui est le continent déterminant pour nous aujourd'hui, fait ce qu'elle peut et dit vous ne nous imposerez pas le réchauffement climatique est votre affaire et qui n'est pas la nôtre. Nous, on a d'autres sujets, etc. Donc, il faut accepter quelque chose. Je trouve cette question passionnante parce que il faut que le monde économique et le monde de l'entreprise acceptent qu'il doit faire plus de sciences sociales, qu'il doit faire plus d'analyse politique, qu'il doit faire plus de compréhension des enjeux généraux et on ne met pas en équation la planète. On ne la mettra pas en équation. La planète, elle est une planète humaine avec son histoire, avec ses modes de fonctionnement. La question, c'est que pour des dirigeants aujourd'hui d'entreprise, autrefois, chacun était dans son coin, il n'était pas significatif, n'avait pas d'empreinte. La grande différence, c'est quand Danone fait des dizaines de milliards, quand Total fait des centaines, presque 100 milliards de chiffre d'affaires, etc., etc. Nous avons aujourd'hui, et je ne parle pas évidemment des GAFAM à 1000 milliards, nous avons aujourd'hui des entreprises qui sont des acteurs systémiques. Et donc, cette question-là n'est plus une question théorique. La question anthropologique n'est plus une question théorique pour elle. Elle est une question de modèle et de responsabilité. À partir du moment où ils collectent de l'argent, où ils emploient des personnes et où ils modèlent
les besoins et les services. Et c'est ça la grande transformation d'un conseil d'administration qui peut pas se contenter de savoir si à la fin de l'année, il va arriver à un bon niveau de rémunération qui va faire plaisir à la City. C'est plus la seule question. Voilà. Et la réponse est Pardon Patrick, on va essayer de prendre d'autres questions et comme ça je vais renvoyer la balle à Xavier sur des questions assez proches qui sont posées. J'ai cette question. Comment convaincre les dirigeants zut, ça a bougé. Comment convaincre les dirigeants que l'inclusion et l'insertion professionnelle est essentielle en ces temps de crise, malgré la tentation de rester focus sur les aspects purement économiques? En gros, on a d'autres questions qui émergent en disant, mais ok, on savait, mais maintenant, comment enclenche-t-on la transformation, sachant que nos dirigeants sont quand même fortement contraints par les impératifs de rentabilité et qu'ils ont des comptes à rendre et qu'ils ont aussi des nouvelles relations, des évolutions assez lourdes à mettre en œuvre. Donc, qu'en pensez-vous, Xavier? Oui, c'est pas une question facile. Je pense d'abord, il faut bien regarder ce qui se passe. Il y a quand même des boucles de rappel. Hein. Je prends un exemple tout simple que les dirigeants d'entreprises très implantées en France ont vraiment vu de près et pour lequel on a été critiqué, regardé de façon particulière à l'étranger, c'est les Gilets jaunes qui ont quand même pour certains secteurs, moi je connais bien la distribution, eu un impact significatif, y compris économique. Donc effectivement, la façon la plus directe, c'est quand le social et l'économique se retrouvent. Alors là, il y a une vraie, il y a une réaction en général assez rapide. Mais la réponse est un peu la même que celle qu'a fait Patrick tout à l'heure, c'est que c'est systémique. C'est-à-dire que il faut que l'ensemble des parties prenantes jouent un rôle pour que ça fonctionne bien. Les patrons d'entreprise, vraiment, mon impression, en tout cas forte, c'est qu'ils font du chemin dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés à destination. Hein. La contrainte de performance économique court terme reste très, très prégnante. Hein, ça, c'est sûr. Ils ne sont pas arrivés à destination. Mais je pense qu'ils prennent de plus en plus la mesure du fait qu'ils ont un vrai rôle, y compris dans l'éducation, dans l'insertion sociale, etc., qui était un peu un rôle qui leur avait été enlevé, hein, d'une certaine façon. D'accord. Alors, une question sur les moyens cette fois-ci. Pourrait-on arriver à la durabilité sans taxonomie, sans… pardon, la question a encore fusé. Enfin, voilà, quels sont les moyens qu'on a besoin de mobiliser? Le Green Deal a ouvert la voie, mais voilà, quelle est la place de la taxonomie, quelle est la place des dispositifs fiscaux dans cette transition? Alors, je peux commencer si vous voulez, puis Patrick, vous compléterez. Moi, je pense que en particulier avec le prix du pétrole au niveau auquel il en est aujourd'hui, c'est une opinion personnelle. Hein. Ça serait dommage de ne pas en profiter quelque part pour le taxer et que ce ne soit pas trop dollar pour les consommateurs, de le taxer de façon importante pour financer reprise et transition. Moi, je pense que d'une façon ou d'une autre, malheureusement, on n'a pas de source infinie de financement. Il faut bien les trouver quelque part. Donc, c'est sûr que je ne crois pas qu'il faille que les taxes pointent sur les entreprises parce que la relance économique passe aussi par le fait que les entreprises aient cette capacité à financer leur relance et leur transformation. Donc voilà, je pense que ça jouera forcément un rôle, oui. Après, il faut une communication autour de ça. Pour compléter la réponse, le moment est particulier puisque nous avons des liquidités considérables. Nous avons une épargne très, très, très importante disponible aussi. On n'est pas forcément à court de moyens d'investissement et d'autant qu'on a une pratique monétaire aujourd'hui nouvelle qui nous offre des perspectives de jouer au niveau mondial
sur la valeur des monnaies. Aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus dans l'ajustement, dans les choix d'investissement, dans l'ajustement des comportements hier, demain, etc., dans les inerties et dans les rapports de force que dans les capacités. La taxonomie, elle dit simplement, investisseurs, vous allez là où il faut aller et on va inciter dans ce sens. C'est le moins que peut faire la puissance publique aujourd'hui, du reste, là-dessus. Donc, la question, elle renvoie encore une fois beaucoup plus à l'étage au-dessus, c'est est-ce que véritablement on peut adapter des concepts sur lesquels on s'est tous calés dans les dernières années pour penser autrement et agir autrement ensemble là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de transformation s'il n'y a pas de prise de conscience et de connaissance. Et c'est mon seul message aujourd'hui, c'est nous n'avons pas assez investi en connaissance. Nous n'avons pas assez investi en relation avec les acteurs de la société. Je prends l'exemple de Total, il est très simple. Total a mené un dialogue au moment de la résolution de la semaine de l'Assemblée générale avec quelques investisseurs qui ont dit « vous n'allez pas assez loin sur l'accord de Paris ». Autrefois, Total fermait la porte. M'embêter, c'est pas ça. Aujourd'hui, ils discutent. Aujourd'hui, elles mettent des plans sur la table. Voilà. Là, les solutions, elles sont là. Elles sont dans la confrontation. Il n'y a pas d'acteurs illégitimes. Il y a des gens qui ont des bonnes et de mauvaises réponses et collectivement, on les met en place ensemble ou pas. C'est ça le nouveau paradigme. C'est le nouveau paradigme. On va prendre quelques dernières questions parce que je vois qu'elles s'accumulent. Je vais vous demander de faire des réponses courtes si possible. Plusieurs réponses convergentes sur la relation à l'actionnaire, l'implication du pacte actionnarial dans cette évolution et même une question sur la décroissance. Bon, moi, je ne réponds pas sur la décroissance parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne sais pas ce que ça… Honnêtement, c'est une autre croissance, mais c'est un choix politique. Et distribuer du revenu, augmenter le niveau de vie des uns et des autres, c'est forcément une croissance. Alors, ça dépend comment on la calcule. On revient là à nos fameux indicateurs de PNB, etc. Et de croissance qualitative. Donc là, il y a un immense sujet sur lequel il faut accélérer très fondamentalement. Mais même dans le bilan de l'entreprise, c'est une forme de réponse. Nous travaillons en ce moment avec des acteurs du côté de l'Atlantique sur la nouvelle métrique de la performance financière et extra-financière, ce qu'on appelle, nous, one performance, une seule performance, une seule approche. C'est une voie de solution. C'est une voie de solution. C'est mesurer autrement pour pouvoir caler les objectifs nouveaux et se mettre d'accord ensemble. Si, évidemment, la seule métrique reste celle du cash flow actualisé, on ne fera pas ces transformations. Idem sur le PNB actuel, qui plus on consomme de pétrole, plus il augmente. Donc, il faut que nous remettions nos métriques au regard de nos finalités et ensuite entrer dans des objectifs partagés les uns avec les autres, toutes parties prenantes incluses. Mais ça, c'est là où on a une transformation épistémologique. Enfin, ne sous-estimons pas la difficulté post-crise aujourd'hui de penser, de travailler autrement ensemble. Et les investissements intangibles de formation, de réflexion sont fondamentaux. Parce que nous n'avons pas dans les livres aujourd'hui les réponses à nos questions très structurelles. Et Xavier, peut-être une dernière question avant de conclure, qui est sur votre domaine de prédiction sur le consommateur. Quel rôle peut-il avoir et peut-il jouer dans cette transformation? Mais il a un rôle absolument clé. Il faut naturellement qu'il soit aidé, qu'il soit informé, qu'il soit éduqué, qu'il soit, etc. Mais je vais prendre un exemple qui m'a marqué. Je ne sais pas si vous avez suivi, pour ceux qui boivent du jus d'orange, Tropicana est passé de briques en carton à des bouteilles transparentes parce que une des tendances, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et Innocent, son concurrent, qui fonctionnait très bien avec des bouteilles transparentes, sont passés à des bouteilles transparentes. Bon. Comment savoir s'il est plus responsable d'acheter une brique en carton multi-matériaux avec en fait 23% de plastique et un process de recyclage complexe plutôt qu'une bouteille composée de 50% de produits recyclés et recyclables en PET à 100%? Impossible. Donc, à mon sens, impossible. Moi, je crois que la science n'a pas encore donné la réponse à ça. Ça dépend de plein d'environnements, de plein d'éléments liés à l'environnement, aux filières, etc. Tout ça pour dire que le consommateur, il fait des choix
qui sont très importants. Aujourd'hui, il n'a quand même pas complètement aligné ses choix avec entre guillemets, ses souhaits, ses convictions. C'est-à-dire que dans tous les domaines, quand on interviewe le consommateur, il veut aller plus loin dans des choix durables, il ne les traduit pas dans ses actes d'achat ou dans ses comportements, pas complètement en tout cas. Donc naturellement, il faut l'aider, mais il a un rôle absolument clé. L'entreprise ne peut pas exister, se transformer sans client. Donc elle peut pas lâcher. Enfin, il faut absolument que les clients suivent, que le comportement de ces clients suive. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Alors, je regrette de devoir dire qu'on a encore beaucoup de questions qu'on n'aura pas le temps d'aborder, mais ce que je vous propose, c'est qu'on vous communiquera les coordonnées peut-être de nos intervenants, et si certains d'entre vous veulent prolonger la discussion, ils pourront être libres de le faire. Et puis, bien sûr, on partagera tous les supports qui ont été présentés aujourd'hui. Peut-être un mot pour conclure. Donc, je pense que le constat, il est partagé par tout le monde. Il a été très clairement présenté par Patrick sur les grands enjeux auxquels on est confronté, sur la nécessité de changer et toute la complexité liée à cette transformation. Et Xavier, vous la vivez de l'intérieur et vous l'avez rappelé, c'est une transformation systémique qui est rendue nécessaire dans l'entreprise et qui ne peut pas être impulsée par la seule volonté d'un dirigeant sans changer radicalement sa façon de procéder, son pacte d'entreprise, sa relation à l'actionnaire, sa relation au consommateur, sa relation avec les pouvoirs publics. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que la vraie question n'est pas savoir si la durabilité va arriver. C'est mon point de vue personnel, je pense qu'il est partagé par à peu près tout le monde, mais la durabilité arrivera dans l'entreprise. C'est une certitude. Tant les enjeux sociaux, d'inégalité en particulier, tant les enjeux environnementaux, et à commencer par le changement climatique, sont pressants et vont s'inviter à la table des discussions et à la table des conseils d'administration. C'est une évidence. Donc, la durabilité arrivera coûte que coûte, contrainte ou forcée. La seule vraie question, c'est le timing. C'est à quelle vitesse et à quelle échéance de temps cette question-là va s'imposer dans les entreprises et va devenir centrale. Indéniablement, la crise nous ouvre une fenêtre d'opportunité. Vous le disiez, Xavier, c'est une invitation que nous n'avons pas le droit d'ignorer et c'est une occasion formidable pour rebondir malgré toutes les difficultés, parce que ces difficultés sont nombreuses. Vous l'avez dit, il y a une relation, un cercle vicieux à couper entre le consommateur et la marque pour que la demande rencontre une offre et que cette offre n'attende pas la demande pour avancer. Donc, il va falloir prendre des risques. Il va falloir probablement inventer de nouvelles formes de relations. Et vous avez insisté sur ce point, Patrick, le pacte avec les pouvoirs publics et la coopération qu'on peut en attendre entre l'entreprise et la puissance publique doit évoluer et s'inscrire dans la recherche d'une contribution à l'intérêt général partagé à la fois par les acteurs privés et par les acteurs publics. Et puis indéniablement, va devoir se créer une nouvelle relation et un nouveau dialogue avec les instances des marchés, les investisseurs, dont la bonne nouvelle, c'est que les lignes semblent bouger et certains gros interlocuteurs qui pèsent énormément sur les marchés, à commencer par BlackRock, infléchissent et semblent suivre d'actes des paroles qu'ils peuvent avoir depuis des mois. Il sera extrêmement intéressant de suivre l'évolution des marchés sur les prochaines semaines et les prochains mois et voir s'ils acceptent ce nouveau pacte dont vous parliez, Patrick, moins de rendement contre plus de résilience et plus de durabilité. Ce qui est certain, c'est que la réponse n'est pas écrite, mais nous sommes à un point de bascule et nous pouvons avoir l'espoir de constater que ce sujet existe avec force dans l'entreprise, que les solutions existent, que les liquidités existent, que la technologie existe, que beaucoup de choses sont disponibles. Après, il va falloir être en mesure d'accepter de prendre des risques et de se lancer dans une nouvelle aventure qui n'est pas encore écrite et qui soulève beaucoup d'interrogations. Je finirai par vous rappeler que, et c'était un des points soulevés dans les questions, évidemment, il y a des solutions qui sont disponibles, à commencer par des solutions de formation portées par Ecolearn et Centrale Supélec. Je ne vais pas les présenter ici, mais vous avez ici les coordonnées de personnes qui pourront vous présenter ces formations et vous montrer comment y participer si c'est votre souhait.
Eh bien, quelques il me mots, reste à remercier vivement les différents en quelques mots, intervenants. Arnaud. Et puis, Xavier, je vous laisse la parole pour conclure. Oui, sur le volet formation, donc comme je disais en introduction, Centrale Supélec a déjà mis un pied sur le sujet de l'ingénierie durable depuis quelques années avec des masterclass qui ont remporté beaucoup de succès. Centrale Supélec développe avec Ecolearn d'autres parcours de formation sur la durabilité, en particulier en distanciel et en particulier en intra sur mesure pour les collaborateurs des entreprises qui ont besoin d'être acculturés sur ce sujet brûlant. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples renseignements et pour entamer des discussions sur des projets de formation que vous pourriez avoir dans les prochaines semaines. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à vous tous. Et au revoir. À bientôt. Merci à vous. Bonne fin de Merci de journée. votre contribution. Au revoir. Au revoir. Au revoir.